bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. Le sommet de Kampala reporté de 24 heures. La réunion des chefs d'État prévue ce vendredi n'a pas pu se tenir et il faut noter que le président rwandais Paul Kagame manque à l'appel. Il se fait représenter par ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Et dans l'opinion, on redoute déjà un échec. Polémique autour du revirement de la Grande-Bretagne vis-à-vis du Rwanda. Londres a décidé de reprendre à moitié son soutien à Kigali après la dernière suspension. Le gouvernement congolais ne cache pas sa déception et dans l'opinion, chacun y va de son commentaire. Les Alangues nationales de la Guinée équatoriale sont là. Les adversaires des Léopards ont foulé le sol congolais cet après-midi et ils doivent rencontrer dimanche l'équipe nationale de la RDC dans un match comptant pour le 3e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2013. Voilà tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite après et bienvenue à tous. Le sommet des chefs d'État de la CIRGL renvoyé à samedi, la réunion prévue ce vendredi n'a pas pu se tenir à cause de retard pris par les ministres de la Défense dont les propositions étaient attendues. Paul Kagame, le président rwandais, ne prendra pas part à ce sommet selon nos correspondants sur place. Et il se fait représenter par ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Seuls les présidents congolais Joseph Kabila, tanzanien Jakaya Kikwete et sud-soudanais Salva Kiir, ils sont attendus aux côtés de l'Ougandais Yoweri Museveni, hôte du sommet. Le sommet des chefs d'État de la région des Grands Lacs ne s'est donc pas ouvert ce vendredi, mais il y a déjà eu un couac au niveau des experts de la défense. Selon les experts congolais, Kigali refuse l'implication de l'ONU dans la force internationale neutre, d'où les craintes d'un échec. Les détails dans ce commentaire de Patrick Chamala. Le ton a été donné dès la réunion préparatoire qui s'est tenue hier jeudi dans la capitale ougandaise. Les experts congolais de la défense accusent leurs homologues rwandais de refuser l'examen de la proposition des ministres de la Défense des Grands Lacs qui découle de la réunion en août dernier à Goma. Lors de cette rencontre, les patrons de la défense de la CIRGL avaient décidé de l'implication des Nations Unies et de l'Union africaine dans la force neutre qui doit être déployée entre la RDC et le Rwanda pour lutter contre les groupes armés actifs dans cette partie du continent. Ils avaient également décidé que le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la RDC ne devaient pas faire partie de la dite force avant d'en définir la taille, soit 4000 hommes, et les principales zones de déploiement, notamment Beni, Rwenzori, Walikale et Masisi. Mais comme lors de Kampala 1, c'est encore le Rwanda qui est à l'origine du blocage. Selon les représentants congolais, Kigali voudrait que l'on se penche plutôt sur le mécanisme conjoint de vérification élargi, ainsi que sur le centre conjoint de fusion des renseignements. En fait, Kigali n'a jamais digéré que l'on déploie une force internationale à la frontière sans qu'elle n'en fasse partie. Voulant faire croire qu'elles sont une partie de la solution plutôt que le problème, les autorités rwandaises refusent toute implication des forces de l'ONU. On se rappellera que dans son interview accordée à la journaliste belge Colette Brackman, le ministre rwandais à la Défense, James Kabarebe, avait déjà dit qu'il ne croyait pas en cette force internationale. Pour les autorités de la RDC, il n'est pas possible de penser à une force neutre sans impliquer la mission onusienne. Comme lors de Kampala 1, les travaux ont débuté par un couac qui risque de persister jusqu'à la fin du sommet. L'on redoute donc un nouvel échec. Le décor semble bien planté pour que ce sommet ne débouche sur une impasse. Un volte-face, c'est de cette manière que l'on peut qualifier la position de la Grande-Bretagne. Celle-ci reprend à moitié son soutien au Rwanda et dans l'opinion, chacun y va de son commentaire. Pour les uns, cette attitude de la Grande-Bretagne est regrettable quand on sait que cette dernière est un partenaire de la RDC et d'autres par contre recommandent à toute la nation la vigilance afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Anita Lomboa, Maria Mboya et Dieu merci Sueka. Le soutien financier de la Grande-Bretagne au Rwanda fait débat à Kinshasa, surtout lorsque la Grande-Bretagne laisse entendre que le Rwanda aurait posé des gestes de bonne volonté. Les Kinois redoutent que ce fonds n'aille à nouveau alimenter la guerre dans l'est de la RDC. Une institution comme la MONUSCO montre noir sur blanc que le pays est agressé et que du jour au lendemain, après avoir décidé de supprimer l'aide au développement, que de nouveau vous reveniez sur votre décision.
Je trouve ça quand même assez regrettable. Le Congo appartient aux Congolais. C'est à nous de libérer notre pays. Ce n'est pas à la Grande-Bretagne, ce n'est pas aux États-Unis d'Amérique. Si nous, Congolais, nous ne réagissons pas, nous vivrons ce que nous sommes en train de vivre. Par ailleurs, l'opinion pense que les autorités du pays doivent rester vigilantes. Certains affirment que la Grande-Bretagne n'a octroyé que la moitié de l'aide, dont le soutien n'est pas total. Qu'est-ce qui a fait que la Grande-Bretagne renouvelle encore les contrats avec le Rwanda? Qui dit Grande-Bretagne voit les États-Unis d'Amérique. Parce que la Grande-Bretagne, c'est les métropoles des États-Unis. C'est-à-dire ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont derrière la Grande-Bretagne, qui font en sorte que, n'oubliez pas que bientôt là, ce sont les élections qui vont, les élections vont bientôt commencer aux États-Unis. Peut-être ils font ça pour que la RDC finance les élections comme c'était le cas de la France. À Kinshasa, on craint que les États-Unis emboîtent le pas à leur éternel allié du vieux continent. Sans atermoiement, Londres vient de rouvrir les vannes de l'assistance en direction de Kigali. Cette levée précipitée de la mesure de suspension de l'appui budgétaire à un pays sur lequel pèsent de lourds soupçons d'agression de son voisin, en l'occurrence la RDC, est intrigante et étonnante de la part de la Grande-Bretagne. C'est l'avis de plus d'un observateur. L'on redoute que ces fonds n'aillent à nouveau alimenter la guerre dans l'Est où s'effectue à volonté le flux et reflux des soldats rwandais sous l'étiquette du M23. Bref, Londres vient de confirmer que le cordon ombilical qui le lie à Kigali est loin d'être rompu. Et je vous propose à ce sujet ce commentaire de la rédaction avec Élisée Bilonda. La nouvelle est tombée comme un coup de massue à travers les rues de la capitale. C'est avec émoi et consternation que l'opinion congolaise a accueilli le volte-face de la Grande-Bretagne qui revient sur sa décision et opte pour la levée de la mesure de suspension des appuis budgétaires de 24 millions de dollars américains à l'encontre du Rwanda. Le gouvernement a été le premier à donner le ton. À travers un communiqué signé par Lambert Mende au Malanga jeudi, le porte-parole du gouvernement condamne avec la dernière énergie l'attitude du gouvernement britannique. On pouvait lire des phrases comme, je cite, « Le gouvernement de la RDC déplore vivement la décision britannique d'alléger la pression sur le Rwanda, une décision qui, bien que partielle, sonne comme une prime à l'aventurisme militariste, à la culture de prédation et aux violations massives de droits de l'homme dont les officiels rwandais sont responsables. » Fin des citations. La question qui est en ce moment sur toutes les lèvres est celle de savoir qu'est-ce qui a changé dans le chef de Kigali et sur le terrain des affrontements pour que Londres s'empresse à faire ce revirement à 90 degrés. Pour des observateurs avisés, l'attitude de Londres en cette circonstance ne fait que renforcer les suspicions d'une certaine opinion sur son implication directe ou indirecte dans le projet de balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Royaume-Uni avait levé précipitamment le pied sur les pressions diplomatiques exercées sur Kigali afin de le contraindre à abandonner son soutien du M23. Le fond du problème, c'est que ce revirement du gouvernement britannique tombe au moment où le gouvernement rwandais vient d'opérer l'un de ses grands numéros d'opéra à ciel ouvert en prétendant avoir retiré ses militaires du territoire congolais. Le charme de la prestation n'a pas manqué de séduire le partenaire privilégié qui s'en est servi pour revenir sur sa décision de suspension d'aide financière annoncée avec fracas dernièrement. Voilà qui pousse à dire que cette décision de la Grande-Bretagne présage déjà ce que sera l'issue des délibérations du comité de sanctions des Nations Unies. Sans adopter une position défaitiste, il est quasi acquis que deux membres du Conseil de sécurité, à savoir les États-Unis et la Grande-Bretagne, joueront le rôle d'avocat de Kigali en pesant sur le cours des événements. Présence des troupes rwandaises sur le territoire congolais, des réactions ne cessent de tomber. L'UDPS salue l'implication des experts des Nations Unies pour, je cite, les révélations de ce qui était caché au peuple congolais. Et son secrétaire général l'a dit au cours du point de presse qu'il a tenu jeudi au siège du parti dans la commune de Limete, Monufeboso, Mariam Boya. Face à la presse locale et internationale, le secrétaire général ad intérim de l'UDPS dévoile la position de son parti en rapport avec le développement de l'actualité sur la crise à l'est du pays. Bruno Mavungu, comme son parti, s'étonne du retrait des forces spéciales rwandaises basées à Rutshuru depuis 2009. L'UDPS dit considérer que les preuves sont établies
sur les accords secrets gérés dans une totale opacité entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cette attitude compromet dangereusement l'unité nationale, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale, rappelle le représentant de l'exécutif de l'UDPS. L'on s'aperçoit que pour permettre l'accomplissement de toutes ces forfaitures, l'armée, la police, l'administration et les services de renseignement de notre pays ont été intentionnellement infiltrés d'éléments étrangers, affublés des grades les plus élevés avec mission de les mettre en déliquescence, mettant ainsi notre pays dans l'incapacité de se défendre. Par ailleurs, l'Union pour la démocratie et le progrès social salue l'implication des experts des Nations Unies dans la révélation au grand jour de ce qui était caché hier, la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais. Ce courage des hommes de l'ONU a permis aux Congolais d'éviter la balkanisation du pays. L'UDPS appelle le peuple à la mobilisation pour faire échec à ces projets macabres. Pour sa part, l'ADH appelle l'opposition à plus de responsabilités. Pour l'Alliance des démocrates humanistes réunie en session extraordinaire ce vendredi en son siège de Kasavubu, la priorité des priorités, c'est de bouter l'ennemi hors de la RDC afin de mettre un terme à son plan de balkanisation de la RDC, compte rendu avec Élisée Bilonda et Blanchard Kandolo. La situation dans l'est du pays est au centre des préoccupations de toute la nation. À l'Alliance des démocrates humanistes, on appelle à la mobilisation générale. Cette formation politique, membre de la majorité présidentielle, affirme que l'ennemi a été bel et bien identifié et reste connu. Il n'est plus question de tergiverser. Le peuple doit plus que jamais se mettre à côté de son chef pour défendre la patrie. Quand la maison brûle, comme c'est le cas aujourd'hui, la priorité est de bouter dehors l'ennemi dont les visées sur la RDC sont connues, d'éviter de faire son jeu et de mettre en échec tous les plans de balkanisation de la RDC. Joseph Bangakia invite par ailleurs l'opposition politique à se montrer responsable quant à certaines déclarations face à la crise à l'est de notre pays. L'ADH invite le peuple à se mobiliser autour du président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, dont le patriotisme n'est plus à démontrer, autour des institutions légalement établies et des forces armées de la République démocratique du Congo pour sauver la patrie. L'ADH exhorte l'opposition à se montrer responsable face aux graves événements que traverse la RDC. L'Alliance des démocrates humanistes croit à l'aboutissement pacifique ainsi qu'à une issue heureuse de la crise qui provoque actuellement à l'est de la République. Alors que sur le plan environnemental, tout semble être suspendu sur le 14e sommet de la francophonie, du côté de Kalamou sur le pont Bokassa, les choses ne semblent pas du tout bouger. Et jusqu'à ce jour, le lit de cette passerelle est envahi d'immondices qui empêchent le passage normal des eaux aux grandes dames des riverains qui, du reste, s'en remettent aux autorités urbaines pour la démolition de ce pont. Doudou Ndombe, Marie-Jeanne Bibomba et Blanchard Kandolo. Malgré les travaux d'assainissement qui ont lieu actuellement dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa, l'insalubrité ne baisse pas. Ici, sous l'avenue Bokassa, le lit de cette passerelle est désormais une décharge publique. À cet endroit précis, les immondices, composés essentiellement des bouteilles en plastique et autres ordures ménagères, ont débordé au point d'empêcher le passage des eaux des pluies, du reste non canalisées. Pour les habitants du coin, ces déchets qui proviennent des communes environnantes échouent à ce niveau parce que ce pont est plus bas par rapport aux autres jetés sous la rivière Kalamou. Et puis francophonie en gros. Bientôt, c'est la tenue de la francophonie. Les travaux d'Hercule se font sentir ailleurs. Mais ici, visiblement, nous sommes oubliés que les autorités pensent à la reconstruction de ce pont pour une bonne image de la ville pour les hôtes de la francophonie. Nous sommes fatigués ici. On a mal.
Chaque fois, les problèmes de sport ici, on a parlé plusieurs fois, mais l'État ne réagit pas. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas de communion entre le peuple et le gouvernement? Une autre frange de la population propose la démolition pure et simple de cette passerelle pour éviter les débordements des eaux pendant la saison de pluie qui s'annonce déjà. Les Quinois disent craindre des dégâts aux conséquences incalculables qui pourraient subvenir. La pluie va bientôt commencer. Que le gouvernement trouve une solution, même provisoire, car nos habitations sont en danger. Même pour curer cette rivière, nous sommes exposés à des maladies. La réhabilitation de ce pont ne va pas résoudre ce problème. Il faut la reconstruction de cette passerelle. L'autorité doit penser à la destruction simplement pour relever les niveaux du pont. À quelques jours de la tenue du 14e sommet de la francophonie, la campagne lancée par le chef du gouvernement ne doit pas s'arrêter seulement à passer le coup de balai quotidiennement sur les grandes artères, s'inquiètent les personnes interrogées, mais aussi et surtout curer les rivières de la capitale pour éviter les surprises désagréables pendant la saison pluvieuse. À Kisenso, précisément au quartier Mbanzalemba, la vie n'est pas reluisante. Pas de courant stable, pas d'eau courante, moins encore de routes dignes de ce nom. C'est ce que l'on peut dire de ce coin de la capitale où la population, lasse de cette situation, est montée au créneau pour crier son ras-le-bol. Je vous laisse découvrir le calvaire de ses habitants dans ce grand dossier de la rédaction avec Élisée Bilonda, Marie-Jeanne Libomba et Blanchard Candolo. Mbanzalemba, ce quartier à cheval entre les communes de Kiseso et celle de Lemba, dans cette partie de la capitale, l'eau est une denrée rare. Les robinets à peine visibles ne servent que de décor. Aucune goutte n'y coule depuis plus d'une année. Ce sont plutôt ces citernes propriétés du centre hospitalier Tobatela qui desservent jusque-là les habitants du quartier Mboukou, moyennant une tarification d'un bidon de 25 litres coûte 100 francs congolais. Les riverains sollicitent l'implication des députés qu'ils avaient élus pour que leur voix soit entendue auprès du pouvoir public. Nous avions un problème sérieux d'eau. Les techniciens ont creusé plus de 120 mètres de profondeur. C'est ainsi qu'on a pu en voir cette denrée. Voilà pourquoi nous la monnayons pour parvenir à faire des entretiens réguliers. Moyennant 100 francs par bidon, on a courir dépannage. La régie des eaux n'existe pas ici. Les robinets sont des échantillons. Nous achetons cette eau à 100 francs congolais par bidon. Si nous avons des enfants, c'est-à-dire une famille nombreuse, il faut un budget pour l'eau. Au quartier Mboukou, nous ne demandons pas deux choses, seulement les rétablissements de l'eau de la régie des eaux qui nous rendent vraiment la tâche difficile. Ce n'est pas l'eau de la régie des eaux. Cette eau est destinée au centre, mais nous aidons aussi la population qui est en manque, mais c'est une eau propre que les autorités nous viennent en aide. L'absence de voies de communication enferme cette contrée déjà enclavée. Les habitants parcourent de longues distances à pied. À l'entrée principale, les jeunes vigoureux s'emploient aux travaux de réfection de l'artère principale. Pour y parvenir, une cotisation obligatoire est organisée et les ménages contribuent malgré les difficultés et la misère dans laquelle ils croupissent. Ces travaux, rassurent-ils, ont stoppé l'avancée des têtes d'érosion qui menacent les habitants. Nous demandons aux autorités de réhabiliter cette route. Le véhicule n'arrive pas à rouler pendant la saison sèche. Nous sommes obligés de partir de nos maisons à 4 h du matin avec nos charges pour faire cette distance. Est-ce que nous vivons à Kinshasa ou à l'extérieur de la capitale? La population s'est profitée d'eux-mêmes. Parce qu'ici, il y avait une érosion, une forte érosion. Alors maintenant, eux, ils passaient à côté du cimetière du campus.
Mais vu cette situation, nous avons voulu respecter même les morts. C'est pourquoi on n'a pas voulu faire passer encore les gens au cimetière. On s'est dit maintenant avec le commandant Joe, que maintenant nous allons ouvrir la route. Mais comment ouvrir la route? J'ai sensibilisé les chefs de quartier, les chefs de regroupement qui pouvaient faire les travaux en main. Pour faire face au chômage, le jeune du dit quartier s'adonne à la fabrication artisanale des marmites. Là aussi, ils disent éprouver plusieurs difficultés qui ne rendent pas facile leur tâche. Nous éprouvons beaucoup de difficultés pour fabriquer ces marmites à cause du manque d'électricité. Si le courant électrique est permanent, nous pouvons fabriquer 50 à 100 marmites par jour parce que nous avons de l'endurance, mais le courant et l'eau paralysent vraiment notre activité. Ces habitants qui se disent abandonnés demandent que leurs desiderata soient pris en compte par l'autorité compétente. Marie-Olive Lembe Kabila vole au secours des enfants des militaires des camps Colonel Tchachi et Kokolo. Sa représentante Georgette Ondekane a remis à ses enfants des kits scolaires et des uniformes pour leur permettre de mieux affronter l'année scolaire qui vient de commencer. Suivez. L'opération de remise des kits scolaires se poursuit dans la capitale congolaise. Georgette Ondekane et Jules Pouroussi se sont rendus dans différents camps où les parents ont été invités à bien protéger ces objets classiques qui sont offerts aux écoliers pour leur propre formation. Au camp Tchachi, les représentants de l'épouse du chef de l'État ont fait parvenir les colis, dont de Marie-Olive Lembe Kabila, aux élèves qui ont pour la circonstance été appelés à honorer leurs parents par l'assiduité pour mieux préparer leur avenir. L'année 2012-2013 a ouvert ses portes et tous les enfants, filles et garçons sont stimulés à accéder à l'école pour Marie-Olive Lembe Kabila, car chacun doit apporter sa pierre pour la reconstruction du pays. Mon sentiment ne peut être que le meilleur. Mon sentiment à moi, en tant que commandant du camp Kokolo, ne peut être que le meilleur, puisque la première dame, n'est-ce pas, a songé à ses enfants. Les enfants des militaires sont les enfants de maman première dame. Vraiment, c'est une bonne chose. Je suis ravi de ce geste. C'est un geste qui doit être continuel. Vraiment, je suis ravi. L'Association de l'unification du christianisme mondial a tenu un point de presse ce vendredi pour apporter des éclaircissements sur la mort du fondateur de l'Église de l'unification et initiateur de la Fédération pour la paix universelle et unification, le révérend Sun Myung Moon. Ce dernier serait mort en Corée du Sud de pneumonie. La rencontre a eu lieu au restaurant Le Palmier dans la commune de Ngaliema, Jemi Mamogo, Monique Kunda, Marlène Chilemba et Chakonyembo. Né le 6 janvier 1920, le révérend Sun Myung Moon, décédé le dimanche dernier, était un homme de paix sur toutes ses dimensions. Ce fut une personnalité controversée, rappelle le révérend Michel Foutila, considéré par les uns comme un multimilliardaire et par d'autres comme un agent de la CIA. Anticommuniste de son état, il fonda l'Église de l'unification dans le but de rechercher la paix dans le monde. Il a amené une lutte contre les antivaleurs. Le révérend Moon base son enseignement sur les données spirituelles qui stipulent que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Plusieurs personnes voulaient faire voir les limites de leur propre religion et la valeur des autres religions aussi. Donc il n'y a pas où quelqu'un est prêt à mourir pour cette cause-là parce qu'il n'est pas perdant. Qu'il meure ou qu'il soit tué, il a le même résultat, il va chez Dieu. Il n'est pas perdant. Fondateur de nombreuses organisations en faveur de la paix, le révérend Sun s'est battu pour l'unification des cultures qui sont basées sur la religion. Et à Séoul, en Corée du Sud, ça c'est un siège de toutes les églises établies. Vous voyez ici, par exemple, il y a 4 monuments là-bas. Ce sont des grandes statues qui représentent les 4 sphères de la culture, des cultures. Sur le plan spirituel, vous avez le bouddhisme, vous avez l'islam, vous avez le confucianisme et le christianisme. Ce sont les 4 grandes cultures de sphères dans ce monde, mais avec trop de divergences qui font des conflits. Vous voyez un chrétien très allergique face aux musulmans et vice-versa. Comment il ferait un monde planétaire? Dieu aime qui entre les chrétiens et les musulmans? Personne, de mieux. Lorsque les chrétiens pensent que c'est seulement eux, mais le monde c'est 7 milliards, les chrétiens dans le monde ils sont combien? Et les musulmans ils vont aller où? Autant rappeler que le révérend Sun Myung Moon a quitté la terre des hommes depuis le 3 septembre à l'âge de 93 ans. Son départ ne met pas fin à sa mission
car son fils cadet Yoon Jin-moon succède au trône et poursuit l'œuvre de son père. Son corps sera inhumé le dimanche 15 septembre en Corée du Sud. Des nouvelles acquisitions pour renforcer les capacités opérationnelles de l'hôpital Biamba Marie Mutombo. Cette formation vient d'acquérir la chaîne ELISA, un matériel de laboratoire de la dernière technologie pour des examens appropriés et un onduleur de grande capacité. L'édite avec Monul Febosso. La chaîne ELISA, c'est la dernière acquisition de l'hôpital Biamba Marie Mutombo. Ce nouveau matériel vient donc renforcer la capacité opérationnelle du laboratoire de cette formation médicale qui est désormais capable d'effectuer différents examens médicaux. Cet équipement de la dernière technologie, l'ancienne star de la NBA, Mutombo Dikembe, l'offre à ses compatriotes pour des soins appropriés et surtout accessibles à toutes les couches sociales. Cette chaîne ELISA nous sert pour diagnostiquer plusieurs maladies. D'abord, en ce qui concerne la reproduction. Nous faisons plusieurs analyses pour savoir, par exemple, est-ce que la femme ou peut-être, s'il faut parler du couple, est fécond. Pour savoir, par exemple, si un homme a le cancer, la chaîne ELISA peut aussi nous le démontrer partant des analyses. Nous avons exactement les scanners les plus performants, du fait qu'en une acquisition, nous avons 64 images, contrairement aux autres scanners de la ville qui font une acquisition pour 1 ou 5 images. Donc c'est déjà une avancée pour notre machine. Et ensuite, sur notre machine, nous pouvons voir l'image dans 3 différents plans. Un autre équipement nouvellement acquis, c'est cet onduleur d'une puissance de 160 kWh. Il permet de protéger les scanners contre des chocs dus aux interruptions brusques du courant électrique. Toutes ces nouvelles acquisitions font de l'hôpital Biamba Marie Mutombo l'une des formations médicales le plus équipées et le plus modernisées de l'Afrique centrale. Et en sport, les langues nationales de la Guinée équatoriale sont là. Les adversaires des Léopards ont foulé le sol congolais ce vendredi. Ils doivent rencontrer dimanche l'équipe nationale de la RDC dans un match comptant pour le 3e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2013. Ils sont présentement internés à l'hôtel Membling dans la commune de Gombe. Rosawazi et Christopher Kamanda. À la tête de cette sélection équato-guinéenne, l'entraîneur d'origine brésilienne Gibson amène son équipe à Kinshasa pour rencontrer dimanche les Léopards de la RDC au stade des Martyrs dans un match comptant pour la dernière phase des éliminatoires de la CAN 2012. C'est une équipe équato-guinéenne dont la majorité de joueurs sont naturalisés et d'origine brésilienne ou espagnole. Le gouvernement équato-guinéen a sans doute investi de moyens importants pour attirer tous ses talents vers son pays. Après un stage bloqué en Europe pour préparer cette rencontre déterminante contre les Léopards, les langues nationales entendent faire un bon score ce dimanche pour tenter de se qualifier à la maison. La confrontation de ce dimanche est décisive pour les deux nations. Le Léopard de la RDC affiche aussi complet. L'objectif est de gagner avec un score qui les mettra à l'abri de toute surprise au match retour. Les sélectionneurs guinéens Gibson et son capitaine seront devant la presse ce samedi au siège de la fédération dans la traditionnelle conférence de presse FIFA de 24 heures avant le match. Voilà qui nous emmène donc à lire la presse parue ce matin dans la capitale avec Rosawazi. L'Est et encore l'Est du pays à la une de journaux parus ce vendredi dans la capitale. Le potentiel pour commencer la ronde de journaux titre à la une, guerre dans l'Est, la Grande-Bretagne se dévoile. Londres vient de réouvrir les vannes de l'assistance financière en direction de Kigali. Cette levée précipitée de la mesure de suspension de l'appui budgétaire à un pays sur lequel pèsent de lourds soupçons d'agression de son voisin, en l'occurrence la RDC, est intrigante et étonnante de la part de ces pays amis. Surtout quand ces derniers laissent entendre que le Rwanda aurait posé de gestes de bonne volonté. Dans l'opinion publique, l'on redoute que ces fonds n'aillent à nouveau alimenter la guerre dans l'Est où s'effectuent à volonté les flux et les reflux de soldats rwandais sous l'étiquette du M23. Bref, Londres vient de démontrer que le cordon ombilical qui lie à Kigali est loin d'être rompu.
Le palmarès qui aborde dans les mêmes sens, les Britanniques ont basé leur décision sur la prétendue participation du Rwanda de façon constructive au processus de paix initié à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Il y a aussi l'effet d'après Londres, toujours qu'un cessez-le-feu continue d'être observé depuis un temps au Nord Kivu. Le gouvernement de la RDC s'est dit dessus par la décision de la Grande-Bretagne renchérie Forum des As. Annoncée par son ministre en charge du développement international, la Grande-Bretagne revient sur la sanction qu'elle avait dû auparavant imposer au Rwanda. Londres, d'après un communiqué de presse datant du 6 septembre 2012, signé par les ministres congolais des médias, aurait déboursé au pays agresseur de la RDC la moitié de l'appui budgétaire, soit 12 millions de dollars sur les 24 millions prévus. Les sommets de Kampala, mal partis, titre le phare qui parle d'un désaccord total au sujet de la configuration de la force neutre à déployer le long de la frontière congolo-rwandaise en vue de la traque de toutes les forces négatives stationnées au Nord Kivu. Lors des travaux préliminaires, les experts rwandais et congolais étaient en désaccord, conclut le journal. La Prospérité souligne qu'au cours de cette réunion préparatoire à la messe de chef d'État de la région qui s'ouvre ce vendredi dans la capitale ougandaise, en présence du secrétaire général des Nations Unies, un premier couac a été enregistré entre Congolais et Rwandais. Les experts RD congolais de la défense ont accusé à l'occasion leurs homologues rwandais de refuser l'examen de la proposition des ministres de la Défense de la CIRGL réunis au mois d'août dernier à Goma sur l'implication des Nations Unies et de l'Union africaine dans la force neutre à déployer à la frontière commune RDC-Rwanda. Merci Rose pour cette revue de presse. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.